On te dit souvent que l'or, c'est du passé. On te répète que c'est une relique barbare, un vieux souvenir d'une époque révolue. Après tout, réfléchis-y, l'or ne produit rien. Ce n'est pas une entreprise qui innove, ce n'est pas une obligation qui verse des intérêts, ce n'est pas un immeuble qui rapporte un loyer. C'est juste un bloc de métal, inerte, froid, qui dort dans un coffre. Pire encore, dans notre monde ultramoderne, dominé par le numérique, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle et les flux financiers à la nanoseconde, l'or semble totalement anachronique. Il ne sert pas à payer ton café le matin, il ne sert pas à payer ton abonnement Netflix. Aux yeux de l'économie réelle, il semble inutile. Alors pose-toi cette question. Une question simple, mais qui devrait te hanter. Si l'or est si inutile, si l'or est vraiment has-been, pourquoi, au moment précis où je te parle, en 2025, les banques centrales du monde entier sont-elles en train de l'acheter avec une frénésie que l'on n'avait pas vue depuis des générations? Pourquoi les institutions les plus puissantes de la planète, celles-là même qui ont le pouvoir magique de créer de la monnaie papier à partir de rien, s'arrachent-elles ce métal à des prix records? Pourquoi la Banque de Chine, la Banque de l'Inde, la Turquie, la Pologne et tant d'autres remplissent-elles leurs bunkers blindés avec des milliers de tonnes de lingots, alors même que l'once d'or frôle les 3900 $? C'est le paradoxe ultime. D'un côté, on t'explique que la monnaie est devenue digitale, immatérielle. De l'autre, ceux qui contrôlent cette monnaie se ruent sur la seule chose qu'ils ne peuvent pas numériser. Qu'est-ce qu'ils savent que toi tu ignores? Qu'est-ce qu'ils anticipent pour l'avenir de notre système financier pour être prêts à payer n'importe quel prix pour du métal jaune? La réponse va te surprendre, et elle pourrait bien changer ta vision de l'économie mondiale. Bienvenue dans la réalité de la ruée vers l'or du XXIe siècle. Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder les chiffres en face. Et les chiffres ne mentent pas. Ce n'est pas juste une petite tendance passagère. C'est un mouvement de fond, une vague massive qui dure depuis plus de 15 ans. Pendant des décennies, à la fin du XXe siècle, les banques centrales vendaient leur or. Elles pensaient que l'économie moderne n'en avait plus besoin. Mais la tendance s'est inversée brutalement. Depuis 2010, les banques centrales sont redevenues acheteuses nettes. Et depuis 2022, c'est l'explosion. Nous vivons une accélération historique. Entre 2022 et 2025, les achats ont brisé tous les plafonds de verre. On parle de plus de 1000 tonnes achetées chaque année pendant plusieurs années consécutives. Pour te donner une idée de l'ampleur, c'est du jamais vu depuis les années 60, bien avant la fin des accords de Bretton Woods. Et en 2025, la fièvre ne retombe pas, bien au contraire. Sur les 9 premiers mois de l'année 2025 seulement, alors que le prix de l'or a doublé par rapport à 2022, les banques centrales ont encore accumulé plus de 600 tonnes supplémentaires. Aujourd'hui, l'or est redevenu le deuxième plus grand actif de réserve au monde, juste derrière les obligations d'État américaines et européennes. Les réserves officielles mondiales sont proches de leur plus haut niveau depuis un demi-siècle. C'est là que le mystère s'épaissit. Nous sommes dans un système monétaire dit fiduciaire. Cela signifie que la valeur de l'argent repose sur la confiance. Les banques centrales, comme la Fed ou la BCE, ont le pouvoir illimité de créer des euros ou des dollars. Elles peuvent inonder le marché de liquidités en appuyant sur un bouton. Alors, pourquoi? Pourquoi ces institutions, qui ont le pouvoir divin de la création monétaire, choisissent-elles volontairement de se lier les mains en achetant un actif physique, lourd, coûteux à stocker, et qu'elles ne peuvent ni imprimer, ni contrôler, ni effacer? La réponse tient en 4 points cruciaux. 4 super-pouvoirs de l'or que la monnaie papier ne possédera jamais. Le premier super-pouvoir de l'or, c'est l'absence de risque de contrepartie. C'est un concept technique, mais fondamental. Comprends bien ceci. Quand une banque centrale détient des dollars, des euros ou des obligations du Trésor américain, elle détient en réalité une dette. Une obligation d'État, c'est une promesse. C'est la promesse qu'un gouvernement vous remboursera plus tard. Mais une promesse peut être brisée. Un État peut faire faillite. Il peut restructurer sa dette. Il peut décider de ne pas payer. L'or, lui, est différent. L'or n'est la dette de personne. Il ne dépend de la signature d'aucun ministre, d'aucun président. Si les États-Unis, l'Allemagne ou la Chine disparaissaient demain matin, un lingot d'or vaudrait toujours un lingot d'or. Pour une banque centrale, c'est l'assurance ultime. C'est le seul actif financier qui ne comporte aucun risque de défaut. C'est de la richesse pure indépendante de la solvabilité d'un tiers. Le deuxième super-pouvoir, c'est le bouclier contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Depuis la crise du Covid et les tensions géopolitiques récentes, les banques centrales ont créé des quantités astronomiques de monnaie pour soutenir l'économie. Mais quand on crée trop de monnaie, chaque unité de cette monnaie perd de la valeur. C'est l'inflation. Les billets dans ton portefeuille valent moins. L'or, lui, ne peut pas être imprimé à volonté. Il faut le chercher sous terre, le miner, le raffiner. L'offre est physiquement limitée par la nature. C'est pour cette raison
qu'il conserve sa valeur sur le temps long. Quand la confiance dans la monnaie papier s'effrite, quand les investisseurs ont peur que le dollar ou l'euro ne soit dévalué, ils se tournent vers l'or. Les banques centrales le savent mieux que personne. En accumulant de l'or, elles protègent le pouvoir d'achat de leurs réserves nationales contre leur propre politique monétaire. Le troisième super-pouvoir, c'est la diversification face à l'hégémonie du dollar. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde tourne avec le dollar américain. Mais les temps changent. Nous assistons à une fragmentation du monde. De plus en plus de pays, notamment les pays émergents qu'on appelle les BRICS, veulent réduire leur dépendance aux États-Unis. On appelle ça la dédollarisation. Ils ne veulent plus que toute leur richesse nationale soit stockée en billets verts. L'or apparaît alors comme l'actif neutre par excellence. L'or n'est pas américain. Il n'est pas chinois. Il n'est pas russe ni européen. Il est apatride. Il n'appartient à aucun bloc géopolitique. C'est l'instrument parfait pour diversifier ses réserves sans choisir un camp politique. Mais c'est le quatrième super-pouvoir qui est sans doute le plus important aujourd'hui, en 2025. C'est la protection contre les sanctions et le gel des avoirs. Rappelle-toi de ce qui s'est passé en 2022. En un week-end, les réserves de change de la Banque centrale de Russie, stockées en dollars et en euros à l'étranger, ont été gelées par les pays occidentaux. Cet événement a provoqué une onde de choc psychologique dans toutes les banques centrales du monde. Le message était clair, si vos réserves sont en monnaie fiduciaire étrangère, elles ne vous appartiennent pas vraiment. On peut vous les couper d'un clic si vous ne respectez pas les règles. La leçon a été retenue 5 sur 5 par la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et bien d'autres. L'or physique, lui, s'il est rapatrié et stocké dans vos propres coffres-forts sur votre propre territoire, est incensurable. Personne ne peut le geler à distance. Personne ne peut appuyer sur un bouton pour le désactiver. C'est la souveraineté monétaire absolue. Dans un monde où ton compte en banque peut être bloqué pour des raisons politiques, est-ce vraiment si surprenant que les États cherchent un actif qu'on ne peut ni bloquer ni débrancher ? Ce qui nous amène à la situation vertigineuse de 2025. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'année 2025 n'est pas juste une année comme les autres, c'est un signal d'alarme hurlant. Regardez l'attitude des acheteurs. Habituellement, quand le prix d'un actif explose, les acheteurs se calment. Ils attendent que le prix baisse. C'est la logique de marché de base. Mais là, c'est l'inverse qui se produit. L'or atteint des sommets historiques, frôlant les 3900 $, et pourtant, les banques centrales accélèrent leurs achats. Elles sont insensibles au prix. C'est un comportement de panique, ou du moins d'urgence absolue. Qui sont les acheteurs les plus agressifs ? La Chine, bien sûr, qui cherche à s'émanciper du dollar, mais aussi l'Inde, la Turquie, la Pologne, le Kazakhstan, Singapour, le Brésil. Ce sont les pays qui anticipent un changement de l'ordre mondial. Un sondage du World Gold Council réalisé en 2025 révèle des chiffres stupéfiants. 43% des banques centrales prévoient d'augmenter encore leurs réserves d'or dans l'année à venir. Et 95% d'entre elles pensent que les réserves mondiales d'or vont continuer à croître. Il ne s'agit plus de spéculation, il s'agit de stratégie de survie. Quand ceux qui impriment la monnaie papier se mettent à acheter massivement, à n'importe quel prix, un actif qu'ils ne peuvent pas imprimer, cela ressemble de moins en moins à une simple gestion de portefeuille, et de plus en plus à une perte de confiance progressive dans le système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui. Ils sont en train de construire une arche de Noé. Ils voient les nuages s'accumuler. La dette américaine qui explose, les tensions géopolitiques, l'inflation persistante. Et ils savent que si la tempête éclate, le seul actif qui flottera, c'est l'or. Ils échangent de la monnaie papier qu'ils savent vulnérable contre du métal qu'ils savent indestructible. Alors revenons à notre point de départ. L'or est-il inutile ? Pour toi, au quotidien, il ne change pas ta vie immédiate. Mais pour une banque centrale, l'or est tout sauf inutile. C'est un vote silencieux. Chaque lingot acheté est un bulletin de vote glissé dans l'urne de l'histoire financière. Un vote de méfiance envers les monnaies papier, un vote de méfiance envers la domination du dollar. Un vote de méfiance envers un monde où les réserves peuvent être gelées arbitrairement. Une publication de la Banque centrale européenne l'a dit elle-même avec une franchise rare. L'or reste une forme de monnaie sans promesse, là où presque tout le reste n'est que promesse de quelqu'un d'autre. Dans un monde incertain, l'or est la seule chose qui ne dépend pas de la bonne volonté d'un autre. C'est la vérité qui dérange. Le système financier moderne, aussi sophistiqué soit-il, ressent le besoin vital de revenir aux fondamentaux tangibles quand le danger approche. Je te laisse avec cette réflexion. Si l'or n'a vraiment plus d'importance, comme le prétendent certains économistes modernes, pourquoi ceux qui dirigent la politique monétaire mondiale en accumulent-ils plus que jamais ? Pourquoi construisent-ils des forteresses de métal jaune ? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de la confiance réelle qu'ils ont dans le système ? Qu'ils ont eux-mêmes construit ?
Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les rideaux de l'économie mondiale, abonne-toi. Nous continuerons à décrypter ensemble la face cachée de la monnaie, des banques et de tes finances. Et dis-moi en commentaire, après avoir entendu tout ça, vois-tu toujours l'or comme un simple métal brillant inutile? Ou commences-tu à le voir comme le plan B silencieux, l'assurance vie ultime des États? À très vite.